Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, de retour, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Hey, on s'est pris un peu de temps pour réfléchir, pour aussi geeker un peu plus. On va le dire, on arrive d'une période qui est quand même assez intense, on va dire ça comme ça. Début d'année, c'est toujours un peu, je sais pas, on dirait que ça va vite. Ça va un petit peu vite. On a pris le temps aussi de lire, de regarder, d'écouter, pour être sûr d'avoir des sujets qui vont intéresser tout le monde. Je serais tenté de vous dire comment allez-vous d'abord et avant tout. Ben, ça va très bien, Martin. Écoute, on a lu, on a vu, on a écouté toutes sortes d'affaires. Puis bon, ça a été une longue pause, mais on est de retour en force. Et voilà, puis Alan, même affaire. Même affaire, j'ai déjà un peu, il a arrêté de faire moins 40, ça fait que j'ai recommencé à bourgeonner. Ça aide un peu, hein, tranquillement, pas vite. Là. On roulait en s'en venant pour enregistrer le podcast et les nids de poules ont réapparu. C'est super génial. Super cool. Ce qui nous donnerait le goût de vivre au Wakanda. Oh, le lien! Oh! Et ça commence avec une petite rapide à l'intérieur. On a eu le temps d'aller voir ce que je ne pensais pas de qualifier de phénomène avant de l'avoir vu, mais littéralement, il faut leur donner, c'est un phénomène. Le tout nouveau du film du Cinematic Universe de Marvel, Black Panther, on a eu le temps d'aller le voir. Je suis allé de reculons, là, je vous mentirai pas, ça me tentait pas, pantoute. Ça me disait absolument rien. Je suis même pas sûr que j'ai vu l'ensemble des bandes annonces avant d'aller voir le film. Je connais pas le personnage. Et bien honnêtement, dans Civil War, je m'en sacrais comme dans l'an 40. Je comprends pas trop non plus le principe du vibranium. Là, puis honnêtement, je trouvais ça bien plate. Et je me demandais pourquoi ça allait être le dernier film de Marvel avant Avengers Infinity War. Tu sais, c'est un peu comme... Moi, je pourrais comparer ça. Tu sais, c'est comme le dernier tour de piste avant d'aller genre à Disney World, là. Tu sais, genre, le dernier kilomètre avant de se rendre, ça te tente pas, tu penses que ça va être... T'as pas le goût de le faire, puis finalement, j'ai bien apprécié. Est-ce que vous pensez un peu la même chose que moi? Ou? Moi, personnellement, c'était le contraire. J'avais beaucoup d'attentes envers le film parce que je le voyais comme le prochain Winter Soldier. Tu sais, je sentais que le film allait être plus sérieux, puis qu'on allait tomber à peu près dans ces tons-là, puis j'avais beaucoup espoir là-dessus, puis je suis content, j'ai pas été déçu. Pas déçu. Toi, Pat, tu me faisais des faces, je pense... Moi non plus, j'étais pas convaincu, puis les bandes annonces me tapaient sur les nerfs. Je voyais pas trop l'arrivée du méchant parce que j'avais pas lu de Black Panther non plus, je savais pas qui était Killmonger. Puis honnêtement, là, je l'aurais pas vu, puis ça m'aurait pas dérangé si ça avait été plate. Mais ça a été un choc. Là. Autant je peux vous dire, les gars, que ça m'a énervé qu'on traite Wonder Woman comme étant le premier grand film féministe, là, alors que je suis tout à fait pas d'accord avec cet énoncé-là. Ceux qui ont dit ça n'ont jamais vu Aliens, là, en passant, là, puis n'ont jamais vu Terminator 2, même si je sais que James Cameron avait fait un peu la controverse avec ça. Mais j'étais pas d'accord avec les louanges qu'on faisait de Wonder Woman. Wonder Woman était un bon film, point. Puis je suis pas sûr que c'était un grand film qui a ouvert et défoncé le plafond de verre pour les femmes. Dans le cas de Black Panther, on va se le dire, c'est incroyable. Là. C'est vraiment incroyable pour la communauté noire, pour les minorités ethniques visibles, de voir un film comme celui-là où on tombe pas dans les clichés nécessairement, puis c'est positif, c'est bien fait, c'est bien structuré, puis on n'a pas de parrainage de blanc. Il y a un seul blanc, je pense, dans le film, c'est Andy Serkis, puis c'est pas mal ça. Il y a Martin Freeman. Il y a Martin Freeman, mais ils ont des rôles ultra secondaires, là, on va se le dire. J'ai été ébloui par le film, comment c'est beau aussi, comment on a bien utilisé la culture africaine, la culture noire africaine. Moi, ça m'a jeté à terre, puis j'ai dit à la fin du film au chum qui était assis à côté de moi, j'ai dit, je pense que en tant que blanc, caucasien, francophone, en Amérique du Nord, je ne comprendrai jamais à quel point ce film-là peut être important. Non. C'est sûr et certain. Tout l'impact social, l'impact politique que ça a. Écoute, moi, je pense juste à sa sœur, à la princesse, à la capitaine de la garde. Écoute, c'est incroyable, elle! Les personnages féminins tellement forts, là, puis écoute, ils torchaient des culs. Là. Ah non, c'était incroyable. Il était là...
l'ensemble des caractères, des personnages qui étaient là j'étais sur le cul. C'était des personnages qui étaient tous forts à quelque part. Puis, justement, puis ça fait changement sur plusieurs films de Marvel, justement, qu'il y a eu comme ça. On a eu qu'à parler des Thor, là, avec les jokes qu'on a eu avec ses 3 meilleurs amis, qu'en 3 films, ils ont dit, au total, les 3 ensemble, 12 mots. D'ailleurs, je me suis rendu compte juste avec l'achat du DVD qu'ils sont morts dans le 3. Hein. Ah, ouais, effectivement. Au cinéma. Ils ont dit salut, puis ils sont morts à coups de couteau, ça n'a pas été trop là. Mais c'est ça, c'est parce que tous les passages étaient bien travaillés. Puis, tu sais, même les jokes avec sa sœur, là, c'est la cute. Le petit côté de James Bond, là, était trippant dans le film. Mais j'adore et j'ai hâte d'ailleurs parce que j'avais vu la bande-annonce de Infinity War. Je trouvais que les personnages de Black Panther prenaient beaucoup de place. Je les connaissais pas. Je voyais la bande-annonce puis je me disais, bof, et maintenant je veux qu'ils prennent de la place. Je veux qu'ils soient là dans Infinity War. Ça va être ils très, n'ont pas le très choix. intéressant. Sans leur technologie, ils n'ont aucune chance. Ben, effectivement. Même ça, c'est l'autre passe que je ne connaissais un peu moins. Est-ce que vous êtes des lecteurs de Black Panther? Si je suis sûr que je te parle du vibranium, je peux t'en déblatérer. Moi, c'est ça, mais je connaissais pas tellement ça. Je pensais, moi, je vais être bien honnête avec toi. Au début, je pensais que le vibranium, c'était parce qu'il n'y avait pas les droits sur l'adamantium. Là. Je savais même pas que ça existait. Non, mais le bouclier de Captain America a toujours été en vibranium. Ben, moi, dans ma tête, le bouclier était en adamantium. Non, c'est du vibranium, mais tu connais la particularité du vibranium. C'est un météorite extraterrestre qui est tombé sur Terre, mais la grosse particularité de ce métal-là, c'est qu'il absorbe le choc. Mm-hmm. C'est pour ça que, genre, que quand tu vois la garde qui plante son couteau, ça se lance dans l'asphalte, puis qu'elle char vire de bord, elle arrache l'asphalte, puis elle n'a aucun choc dans ses bras. Mm-hmm. Le vibranium l'absorbe au grand complet. Et c'est pour ça que c'est une source d'énergie qui est presque illimitée. Il ne chauffe pas. Ça fait que, tu sais, la thermodynamique, ça n'existe pas avec le vibranium. Et ça explique pourquoi Thor, dans le premier Avengers, lorsqu'il frappe le bouclier de Captain America avec Mjolnir, ça fait rien. Oui, ça explique aussi pourquoi à chaque fois que tu vois le Black Panther tomber de 200 pieds, il tombe à terre, puis ça fait rien. Son costume est en vibranium. C'est le vibranium absorbe le choc, puis lui, il n'y a rien, là. Effectivement. Est-ce qu'on a eu le droit aussi parce qu'il y a eu plusieurs premières avec ce film-là. Oui, premier film de super-héros. D'abord, êtes-vous d'accord avec l'énoncé premier film de super-héros noir? Blade. Parce qu'il y a eu Blade, il y a eu Hancock, Ouais, il y a puis eu... moi, j'arrête pas d'y repenser à Blade, là, puis... Tu sais, on a déliré ensemble dernièrement en faisant nos tops là, des films de Marvel. Puis moi, j'avais quand même marqué mention spéciale à Blade parce que ça a été la première usine à cash de Marvel, Blade, au cinéma. Puis ça a été tout un personnage au cinéma, Blade. Mais je pense que c'était quand même moins fort. Un peu comme je te faisais l'exemple tantôt avec Wonder Woman. Je pense que les exemples que je vous ai donnés de femmes fortes étaient sinon plus ou égal à Wonder Woman. Dans le cas des films de super-héros noirs, je suis pas sûr qu'il y a d'égal à Black Panther. Ben, c'est parce qu'on avait un casting qui était complètement afro-américain. Là, donc, oui, ça fait une grosse différence par rapport à ça. Tandis que dans Blade, là, ben, il y avait Wesley Snipes. Il y a Wesley Snipes. C'est un vampire. Oui, mais je veux dire, ça arrête là, tu sais. C'est pas mal ça. Tandis que Puis en passant, là, Andy Serkis, là, quand est-ce que vous allez lui pitcher un Oscar, là? C'est assez, là. C'est assez. Ce gars-là mérite un Oscar, là. Autant j'étais très content pour Gary Oldman qui ait enfin gagné un Oscar. Ils sont toujours en retard, d'ailleurs, là. Mais Andy Serkis, va falloir quasiment créer une catégorie pour ce gars-là, là. Ben, ça va dépendre. Il va falloir qu'il arrête de tuer ses personnages dans le milieu des films, là. Ben, Ouais, ça, c'est une fâcheuse tendance, là. Mais tout le monde oublie que c'est un singe pendant des années aussi. Mais il a été un singe, il a été Gollum, il a été Snoke, il a été le personnage dans Black Panther. On peut-tu pas parler de Snoke? Non, OK, on fait un podcast sans Snoke. On parlera plus jamais de Snoke. OK. Arrêtez donc, gang de moumounes. D'ailleurs, ton cauchemar s'en vient en DVD bien vite. J'ai assez hâte de l'avoir puis de le laisser emballer. Vas-tu le réécouter? Non? Non, je vais garder dans son emballage pendant des années. Je suis pas sûr que je vais le réécouter non plus. Revenons-en à Black Panther. Est-ce que ce film-là a des faiblesses? Parce que aucun d'entre nous l'ont mis en première position de notre top de Marvel, donc il doit bien y avoir quelques faiblesses. Ben, sa plus grosse faiblesse, c'est que moi, je l'ai mis presque au même niveau que Winter Soldier, mais ce qui arrive avec Winter Soldier, c'est qu'il y avait la run de Ed Brubaker que tout le monde a préconnu. Puis, tu sais, on avait des points de repère geek que ça nous faisait voir. Tu sais, c'est comme que la première bande-annonce de Winter Soldier a fait, tu disais, je veux le voir poigner le bouclier de Captain America, il faut que je le voie parce que c'était un moment frappant de la BD. Puis, il y a tout ça dans Winter Soldier. Tandis que pour Black Panther, on n'avait pas de point de référence. Ça fait que dire que j'embarque puis je tripe, on faisait comme, oui, il y a ça. C'est pour ça qu'on est un peu plus détaché parce qu'on n'a pas de point de référence comme tous les autres héros. C'est qu'on embarquait, on découvrait quelque chose, puis on n'a pas de backstory embarqué dedans. Pat, un point faible au film, peut-être? Ben, je pense que c'est la grande force du film va être son point faible, selon moi. C'est-à-dire que c'est un moment marquant pour la communauté afro-américaine, pour les Noirs dans le monde, etc. Et ça peut, à quelque part...
il y a des gens qui ne s'identifieront pas au personnage de Black Panther à cause de ça. Donc, est-ce que le personnage est moins emblématique ou moins... tu sais, T'Challa, là, c'est pas lui qui a le plus grand charisme du monde. Là. C'est pas un personnage, Non. c'est pas Captain America. Non, c'est pas un non, effectivement. C'est ça. On le remarque ça. Et c'est pas Star-Lord. Non plus. Donc, C'est pas quelqu'un de comique, c'est pas ça, quelqu'un exactement. d'attachant, c'est pas un C'est ça, charismatique. exactement. C'est son Donc, entourage qui l'a. c'est ça. C'est tout. Ben, moi j'ai Sa considéré sœur, sa garde. j'ai considéré que la gang autour de lui était bien plus intéressante. Puis, écoute, Lupita Nyong'o, tabarnouche, incroyable. Étais-tu belle un peu? Ah, vraiment, Puis, vraiment. Aussi, là, un autre point qui a beaucoup été, tu parlais d'Andy Serkis qui était super cool et important un peu dans le film, malgré le fait qu'il il part à peu près dans le milieu. Ça a été le problème d'Avengers Age of Ultron. Age of Ultron apportait Black Panther, mais il y a eu combien d'années entre les deux films? Aïe. Sérieusement, là, y a-t-il quelqu'un qui a été voir ce film-là et qui se rappelait comment Andy Serkis avait perdu sa main dans Age of Ultron? Personne. D'ailleurs, Age of Ultron est un point tournant du Marvel Cinematic Universe, mais il était tellement bleu comme film qu'on n'a rien retenu. Ben, c'est à ce moment-là que Joss Whedon avait débarqué parce que les studios avaient essayé d'embarquer 6 films qu'il fallait qu'ils introduisent en un seul film. Parce Il y que a le pas rêve eu- de Ragnarok, c'est là-dedans aussi, là. Le rêve de Ragnarok, Andy Serkis qui faisait son Le clore, vibranium. le vibranium, tout s'emmenait à des films qui ont sorti genre 3-4 ans plus tard. Puis plus personne ne se rappelle de Age of Ultron. Puis là, Et c'est pas de mauvaise chose en passant. Oui, mais c'est ça, parce que là, ses enfants sortent 4 ans plus tard. Puis il faudrait qu'on se rappelle de ça. C'est comme, Effectivement. OK, pourquoi? Moi, je vais te donner un point faible qui est aussi un point fort. Il y a eu beaucoup de moments Roi Lion dans le film. Et ça m'a un petit peu tapé ses nerfs, bien que c'est beau. Là. Il y a eu des moments genre Signorama, là. Tu sais, genre visiter l'Afrique, c'est magnifique. Tu sais, c'était beau, c'était le fun. Mais j'ai senti que... Puis en même temps, il n'y avait pas le choix, vu que c'est un des gros films qui s'attarde à cette culture-là, de la démontrer, de la faire vivre, de la... Tu sais, ils n'ont pas le choix de passer dans certains clichés. Bien que la scène de la chute est magnifique, elle est aussi très cliché de ce que tu t'attends d'un film afro-américain, tu sais, afro-noir, tu sais. Ils sont en bédaine, puis boum, 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 puis avec les... Ouais, ben, t'sais, peut-être qu'à quelque part... Tu sais, l'affaire, c'est que c'est justement une culture qui nous est, qui nous est inconnue. Donc, c'est difficile de voir, est-ce qu'elle est cliché? Est-ce que ça, c'est cliché? Est-ce que ça, je te c'est pose la cliché? question. Si on avait eu, par exemple, là, puis on va essayer de comprendre, puis j'ai pas la prétention de dire qu'on comprend, là, mais on va essayer. Là. S'il y avait un premier film sur un super-héros québécois, comment on réagirait si, genre, dans le film, il y a une grosse scène à la cabane à sucre? Ouais, ben là, il faudrait qu'il y ait un enfant des neiges qui passe. C'est puis ça, Il puis là, faudrait absolument qu'il y ait de la neige. Oui, puis on a De toute une l'hostie de ceinture neige. fléchée, là, puis là, évidemment, il y a du Gilles Vigneault qui joue en arrière. Tu sais, je veux dire, oui, ça fait partie de notre culture, oui, c'est peut-être important de le montrer, mais c'est un peu gossant aussi. Moi, ça me gosse un peu. Oui, puis l'affaire, c'est que, tu sais, si on continue dans ces affaires-là, un autre truc qui m'a énervé, puis de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit, ça m'énerve dans tous les films, les hosties de scènes de rêve, là, on peut-tu enfin arrêter d'en avoir? Oui, mais c'est pour mieux comprendre la narrative. Chris, il y en a partout, là, dans Le Revenant, Oh, dans oui. Gladiator. Tout le monde rêve, hostie, puis tout le monde se fait dire quelque chose. D'ailleurs, leurs rêves sont beaucoup plus beaux que les nôtres. Ah, j'en ai-tu mon... Moi, mes rêves, ils voyage font des aucun rêves, sens là. d'habitude. Là, Tu mais... sais, à quelque part, là... mais tu parles de la scène du rêve, là, puis il y a des gens sur Internet qui ont pointé les ressemblances avec le Roi Lion. Hey, des c'est fois, l'enfer. Écoute, c'est du pas de copier-coller, bon là. sens. Puis les panthères dans l'arbre, là. Je sais pas si vous vous souvenez du film, là, avec Natasha Kinski, Non. Cat People, avec la toune de Bowie, Cat People. Là. Ça ressemble à C'est ça? la même crise de scène au début. Mais c'est beau, là. L'aurore, je sais pas si c'est pas une aurore boréale, mais l'espèce de mauve dans le ciel avec l'arbre, les panthères, puis là, le père qui arrive, puis le père qui est ultra cliché, habillé en ultra cliché, puis là, tu fais comme, ouais. Ouais, mais c'est encore tout ça, là, oui, ça ramenait le côté culturel peut-être de l'Afrique, mais aussi, là, c'était le fun de voir que autant la société était évoluée qu'ils n'avaient pas renié aussi leur origine de base. C'est vrai. Effectivement. Puis ça m'amène à l'autre point, puis deux derniers points sur Black Panther avant de passer à autre chose. D'abord, est-ce que Marvel a enfin eu son premier vrai bon vilain? Et c'est le temps, juste avant Thanos, d'avoir quelque chose de fort. Là. Je pense que Killmonger, on va s'entendre, c'est le meilleur. Killmonger, il était parfait. Il était parfait et il avait tellement raison sur plein d'affaires. Là. Ben, c'est un vilain qui n'était pas un vilain. C'est une...
c'est une différence de point de vue. Il était pas cruel, il était pas sanguinaire, il était pas... c'était une différence de point de vue, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ben oui, puis sans compter qu'il avait été victime de l'ultra-protectionnisme de la nation du Wakanda. Son père s'est fait tuer, puis ils l'ont laissé de côté en faisant comme moi, mais on peut pas prendre le risque qu'on soit connu du monde, ça fait qu'on va l'abandonner. Flo, il avait 11 ans. Là. Et ça m'amène au dernier point que je voulais discuter avec vous autres. J'ai beaucoup aimé l'espèce de comment je pourrais dire, de reflet sur notre société actuelle, sur la dualité entre le protectionnisme, protéger notre culture, se refermer sur nous-mêmes, s'assurer que pour personne s'occupe de nos affaires, et l'autre vision de s'ouvrir sur le monde, d'aider ton prochain, de t'assurer que tu partages ta connaissance. C'est un peu ce qu'on vit actuellement dans notre monde avec les États-Unis de Donald Trump, puis c'est ce qu'on vit actuellement dans le monde, en fait. Oui. Ouais, effectivement, puis c'est toujours la question, c'est est-ce que tu peux faire confiance à ton voisin avec ce que tu vas lui offrir? Ça va-tu t'en revirer d'en face ou pas? Là? Donc oui, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, puis effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Le hype pour Avengers Infinity War après Black Panther? Ben, le hype est assez haut parce que moi, j'ai le même hype que le premier Avenger parce que, tu sais, le premier Avenger était un point culminant au niveau même du cinéma en tant que tel à cause de l'ampleur de ce qu'il y avait, sauf que là, on est rendu exponentiel 10 à la grosseur de ce produit. C'est du jamais vu, là. Là, pour de vrai, c'est du jamais vu. C'est quoi? Il y a 18 films de Marvel qui sont sortis. Exactement. Ça va être le 19e. Après 10 ans? Il y a une James Bond qui a autant de films ou plus qui sont sortis, puis ils ont changé l'acteur 6 fois entre-temps. Là, donc, puis c'est sur 50 ans. Toi, Pat, ton hype pour Avengers? Ben, je le sais pas. Hein? Après 18 films et 10 ans? Ben, après 18 films et 10 ans, là, c'est un 19e film. C'est ça. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Parce que, bon, est-ce parce que j'en ai vu d'autres, j'en ai lu d'autres, puis qu'à un moment donné, c'est le fun de passer à un autre appel? Peut-être. Bon, écoute, c'est le fun, les films de super-héros, mais ça va être un 19e film, comme c'est encore une autre trilogie de Star Wars, comme c'est encore autre chose. Tu sais, non. Ben, c'est drôle, tu rejoins le point de Denis Villeneuve, qui était en entrevue cette semaine et qui disait, les films de super-héros, j'en ai ma claque, je suis écœuré, puis vous me verrez pas en réaliser un, ça me tente plus. J'ai pas dit que j'en ai ma claque puis que je suis écœuré. J'ai dit que c'est un autre film, puis que est-ce que ça va m'arracher les poils de la barbe? Non, parce que j'en ai une maudite fournée. Mais, à quelque part, bof. Est-ce qu'il y a un après Avengers? Une fois que ça va être terminé, est-ce que vous allez garder votre hype pour les films de Marvel? Est-ce que ça va être difficile de se réinventer? On n'aura pas le choix parce qu'Avenger 4 est déjà tourné. Oui, mais c'est difficile de se réinventer après ça, là. Mais c'est ça, une fois qu'Avenger 4 va être sorti puis qu'il va avoir fini avec ça, c'est comment il va relancer les nouveaux héros. Qu'est-ce qu'il va avoir par après? Oui, il peut y avoir un nouveau film de Doctor Strange. On a un Guardian of Galaxy 3 qui est annoncé, mais après ça, on est pas mal rendu fini. Moi, je pense que c'est la fin pour Robert Downey Jr. Je ne suis pas sûr que ce gars-là revient. Ouais, de toute façon, il commence à avoir un petit peu d'âge pour faire du super-héros. Chris Evans, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des contrats qui sont à renégocier à chaque fois, puis veut pas, ils vont vouloir leur part du gâteau. Ça vaut des milliards maintenant. Ouais, mais en même temps, Chris Evans, il a dit que tant que quelqu'un voulait qu'il en fasse, il allait en faire parce qu'il tripait. Ah ouais? Ah ouais. Ah ben, il trouve ça le fun. Ben, tant mieux pour lui. Mais à quelque part, c'est vrai qu'il y a un hype autour de ça. C'est vrai qu'il y a comme une bulle sympathique autour de ça parce que tu croises plein de monde fucké, tu croises plein de monde qui parle de toi dans des podcasts puis qui sont aussi fuckés que toi. Puis là, t'arrives, puis regarde, c'est un univers qui est quand même regorgeant d'énergie puis de monde tripant. T'es payé pour t'entraîner, puis t'as un film garanti. Ouais, puis t'as juste à checker les gag reels de Thor Ragnarok pour voir à quoi ça ressemble le plateau de tournage. C'est ridicule. Et j'aime beaucoup aussi la façon qu'ils ont depuis quelques années d'amener des acteurs qui sont pas habitués d'être dans ces univers-là. Tu sais, des Cate Blanchett, des Jeff Goldblum. J'ai adoré sa présence, quoique quand même courte dans le film Thor Ragnarok, je l'ai adoré. Ça faisait du bien de le voir là-dedans, puis de se permettre ce genre de caméos-là qui doivent quand même être dispendieux. Mais comme ça a l'air cool de tourner dans un Marvel, j'ai l'impression que les gens ils se prêtent au jeu. Contrairement à DC Comics, ça a l'air d'être... Ah oui, DC Comics qui nous casse des personnages, puis là tu dis qu'est-ce que c'est ça? Hey, parlons-en, on va parler de costumes. Les premières images du costume de Shazam sont sorties. D'après moi, ils l'ont pris aux Jean Coutu-Jonquière. Ben, moi, je suis pas sûr, là, mais il y a tellement de mousse dans ses muscles que s'il mouille, là, il double de grosseur. Ah, c'est pas très beau, hein? Ben, c'est particulier. En fait, c'est à l'opposé de ce qu'on a vu dans l'univers de DC Comics. Parce que c'est noir, dark, puis intense. Là. Moi, j'ai toujours voulu m'acheter un chandail de muscles, puis me promener, là, puis avoir l'air de j'aurais l'air de Shazam. Je suis certain, écoute, il se promène, là, puis j'ai l'impression qu'il peut pas plier les bras parce que la mousse l'empêche de boire son café. Là, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Où est-ce qu'on s'en va? T'sais, on a quand même réinventé le costume chez DC avec Green Lantern. Je vous rappelle que son costume était digital. Ah, mais Green Lantern, c'est malade.
malade. Il respirait, là, c'était 36 de taille, 24, 36, Ça 24. avait Il aucun respirait, ce gars-là, c'était malade. Ça avait aucun bon sens. Un gars qui fait de l'hyperventilation, là, il écrase moins que ça. Et Là. que c'était mauvais. Ça avait pas de bon sens, mais on a une obsession pour les costumes chez DC. Mais on s'en va où avec Shazam? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Pour moi, il essaie de faire notre premier film sympathique, familial. J'ai l'impression que ça va être difficile. Pas que j'ai de quoi contre Zachary Levi. L'acteur est super sympathique. Je l'ai adoré dans, Ah oui, dans ça. dans Chuck. J'ai un petit peu oublié. Ouais, mais c'est ça. Il est cool, l'acteur. Mais où c'est que ça va nous amener? Surtout que Black Adam, le film avec The Rock, qui est comme jamais sorti non plus, ça fait que... OK, il va être rouge. Puis on sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Tu sais, en même temps, quand tu prends tout qu'est-ce que c'est Shazam, c'est quand même un petit gars qui est imbu d'une puissance magique offerte par des dieux. C'est tout le monde, c'est un personnage qui est plus ou moins intéressant. Mais c'est parce qu'il était intéressant, Shazam, parce qu'il est quand même capable de botter le cul à Superman. Oui, mais ça, c'est sa seule qualité. Puis il est responsable du look d'Elvis. Oui, c'est vrai, la cape. La cape. Il est un fan de Shazam. Ben Mais, tu sais, ils sont une méchante gang à avoir cette espèce de puissance magique-là. Mhm. Puis c'est intéressant parce que moi, j'ai un commentaire de quelqu'un qui aime pas les films de super-héros qui me disait « Depuis quand qu'il y a des dieux dans les films de super-héros? Depuis quand qu'il y a de la magie? » Parce qu'il me parlait de Wonder Woman avec les dieux. Ben là, on embarque quelque chose d'autre de plus, qui est la magie qui vient d'un autre panthéon qui est lié à DC Comics. Puis il y en a en sacrement des magiciens dans DC Comics. Oui, beaucoup trop même. Donc, à quelque part, c'est amener un film familial parce qu'à la base, le héros, c'est un petit gars. Mhm. Donc, ça, c'est intéressant de voir. Ils vont aller chercher un domaine peut-être plus friendly, petit garçon, blablabla. Bla, 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 bla. Puis, est-ce que ça peut être intéressant? Bon, en tout cas... En fait, c'est de savoir si Shazam pourra jouer pour DC le rôle que Iron Man a joué pour Marvel. C'est-à-dire un personnage dont on s'attend pas grand-chose, qui est quand même un B-side, que tu sais pas trop, de le rendre assez intéressant pour te sortir de la vache à lait. Tu sais, je veux dire, Iron Man a sorti Marvel de la vache à lait de Spider-Man, comme j'ai l'impression qu'on essaie de faire avec Shazam, parce que là, il faut sortir de Batman. Ils sont empêtrés avec Batman. Ils sont foutus. C'est leur vache à lait. C'est leur personnage. Ils sont pas capables de faire de films de Superman. Ils sont pas capables de faire de films de Justice League. Ils sont pas capables de sortir Green Lantern. Ils sont pas capables de sortir du foutu Batman. Ça leur prend un personnage qui vont les sortir de là. Ben, effectivement, puis il faut qu'ils sortent de là, puis il faut qu'ils cherchent aussi du monde que ça va leur tenter, puis que ça paraisse que ça va leur tenter. Tu sais, Ben Affleck, ça paraît dans sa face qu'il était écœuré depuis la première fois qu'il l'a fait. Ben en fait, j'ai réécouté Batman v Superman. Ah ouais, t'avais 3 heures à perdre. Mais c'est bon, ce film-là. S'ils avaient persisté au lieu d'écouter, c'est pas mauvais. je suis d'accord, moi non plus. Quand t'écoutes Justice League tout de suite après, là, hey, on reconnaît plus les personnages. Ah, ça, c'est sûr et certain que tu les reconnais plus, là, mais... Tu sais, Superman, je te dirais que dans Justice League, c'est ce qu'ils ont réussi de mieux. Peut-être que si le Superman de Batman versus Superman avait été celui de Justice League, on aurait eu peut-être quelque chose de génial. Ben, ça, c'est un fait, mais de toute façon, Zack Snyder, il est pas capable de faire Superman, il l'échappe à chaque fois. Je pense qu'il comprend pas sa nature ni ses pouvoirs, donc ça va pas super bien. Tandis que Joss Whedon, on a vu qu'est-ce qu'il a fait avec. Là, il a fait un Superman comme on le connaît. Puis on avait parlé, qu'on a parlé justement de Justice League, que le point fort de ça, c'était Superman, ses pouvoirs, puis sa joie de vivre, puis le fait qu'il représente l'espoir. Effectivement. Hey, parlant de costume, on a parlé de celui de Shazam. J'ai adoré les images qu'on voit sur... comment est-ce qu'il s'appelle le nouveau X-Men? C'est Dark X-Men, Phoenix. Dark Phoenix. Dark Phoenix, c'est du Astonishing X-Men all the way. Là. Non, c'est pas Ashton X, c'est la run d'avant, c'est la run de Grant Morrison puis de Frank New X-Men. Ouais, New X-Men, effectivement, là, à l'époque, que Cyclope était possiblement la personne la plus badass de l'univers de Marvel. Ça, c'est l'époque où Emma Frost s'est débarrassée de manifestants en lui faisant faire un orgasme simultané à tout le monde. Là. Oui. C'est là-dedans, hein? Ouais. Oui. Ça m'a marqué. Si je m'excuse, ça m'a vraiment marqué. Il y a une manifestation à l'extérieur du Xavier School for Gifted, puis elle sort, puis Wolverine, il dit c'est rien que des protestants comme d'habitude, puis elle lui donne un orgasme instantané de la gang en même temps. Puis elle dit problème réglé, puis elle rentre dans l'école. Ouais, c'est aussi la run qui avait fini avec un Xorn qui faisait du magnéto boosté sur le MGH au maximum, puis qui a utilisé 100% de ses pouvoirs pour péter le cœur de Jean Grey. Hey, c'était-tu bon, ça? Ça, c'était trash. C'était trash, mais toute cette run-là était magnifique avec la sœur jumelle de Xavier.
Toute la... Genosha qui s'est fait péter en une page. C'est une run, je l'ai chez nous en trade paperback, puis c'est une des runs que j'ai apprécié le plus. Là. Je pense tout comique confondu, là, c'est vraiment une des runs que j'ai trippé, même si je connaissais pas tous les personnages, puis j'étais pas rendu là. Il y a des bouts qui m'ont échappé, mais l'histoire principale de cette saga-là, puis ça s'est terminé dans Astonishing X-Men, si ma mémoire est bonne. Astonishing X-Men, il repartait l'école à zéro avec Cyclope qui était dans sa dépression, qui était rendu avec Emma Frost, puis il appartient à un nouveau team. Puis, là, il retournait sur des costumes qui étaient plus traditionnels, puis quelque chose qui était plus en couleur, puis plus joyeux un peu, plus à l'origine de ce qu'étaient les X-Men, donc des héros. Parce que Grant Morrison, il en avait plus fait comme des anti-héros. Là, il en avait fait des parias. Ouais. Tu sais, quand je te parle de manifestation qui était à l'extérieur de l'école, c'était ça, là. C'était des parias, personne n'en voulait. Puis c'était un peu l'image des années 90. J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Je pense que le film se passe dans les années 90. Donc il y aura des clins d'œil, oui, à ça, mais il y aura des clins d'œil aussi, j'imagine, à la série animée du même nom de cette époque-là. Possiblement. Puis moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont garder les costumes qu'il y avait à la fin de Apocalypse, parce que c'était les mêmes les costumes que les comics justement des années 80-90. Puis les costumes justement qu'on a vus dans l'image, qui étaient ceux-là de Frank Redley. Il ne faut pas oublier que le Shire Empire est dans le film. C'est qu'il y a une partie qui va se passer dans l'espace, puis le reste du casting, ils ont tous des habits d'astronautes. Est-ce que c'est leur costume de l'espace, ceux-là de Frank Redley, puis quand ils sont sur Terre, ils vont avoir leur costume original? Tu sais, ça fait que on a une chance, là, peut-être, que pour une fois dans un film d'X-Men, il va y avoir des costumes qui respectent la bande dessinée, puis qui vont faire plaisir aux fans. Parce que, sérieusement, là, tous les films d'X-Men qu'on a eu, il n'y a pas un costume qui... Ils les ont mis avec des jaquettes en cuir épaisse traditionnelles. Ça, c'était très, très laid en passant. Là, dans les années 2000, là, c'était pas très beau. Ah ouais, puis toute la polémique sur le jaune là, qui passe pas à TV. Ça, c'était... Wolverine n'a jamais mis de jaune. Puis on a vu puis même le costume qu'on a vu dans le troisième Wolverine, c'était pas convaincant. Là. J'aurais pas voulu le voir avec ce costume-là. Quand tu prends des films qui ont été tournés aujourd'hui avec toute l'ère du numérique, toutes les affaires, là, tu prends Guardian, tu prends Thor Ragnarok, tu prends Black Panther avec la qualité de photos puis de couleurs vives. Là, ils peuvent plus arriver puis nous dire « Oh non, on met pas ça parce que là, du monde en costume jaune, ça passe pas. » Non, là, ça va passer. Là, reste proche d'un truc que les fans ont déliré, puis après ça, on va voir ce que ça va donner. Quel écho ça vous donne, un film dans les années 90? Moi, j'ai un gros hype parce que, oui, les années 80, il y a eu plusieurs séries. On en a parlé ici avec Stranger Things, toutes ces affaires-là, des trucs très nostalgiques des années 80. Puis là, j'ai hâte que s'installe cette nostalgie des années 90. Étant moi-même un enfant des années 90, j'ai l'impression que je vais beaucoup triper. Quelles sont vos attentes? Quels étaient les X-Men du moment des années 90? Les bonnes séries? Ça ressemblait à quoi, les X-Men, en 1990? Vous qui êtes beaucoup plus vieux que moi. Fantasme de jeune garçon. Ah oui? À cause de l'arrivée de Psylocke, la run des X-Men 92, c'est légendaire à cause de Psylocke puis de son costume. OK, non, j'ai aucune idée. C'était Jim Lee qui était là-dessus à l'époque? Ouais, c'est ça. Tout les Age of Apocalypse, tout le look délirant de Marvel. T'avais les Marvel conventionnels, puis t'avais les Marvel de luxe avec le papier glacé. OK. T'avais des éditions qui étaient complètement pétées. Là. Moi, c'est bizarre, là, mais moi, les années 90, c'était une autre décennie. Là. Tu sais, une de plus. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, oui, moi, je suis né dans les années 70, puis là, après ça, t'es les années 80, les années 90, blablabla. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment marquant? C'était... Les super-héros, là, ils étaient plus... c'était moins... À quelque part, là, c'était moins un style dark. Tu sais, la musique était... tu sais, on arrivait avec une musique un peu plus rebelle. T'avais le grunge qui est apparu à un moment donné. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont mixer le fait qu'il y a eu une autre forme de rébellion culturelle, comme au niveau de la musique, puis de voir comment est-ce qu'ils vont retransposer ça, parce que dans BD, là, il y avait des affaires complètement pétées. C'est ça, l'industrie du comics des années 90. Des années 90. Laisse-moi finir ma question. Là. On a beaucoup entendu... Je suis agressif. On a entendu beaucoup de choses des années 80. Tu sais, le Dark Knight Returns avec Frank Miller, ce qui a été fait à DC, le tournant un peu plus dark. Dans les années 90, l'industrie du comics, ça ressemblait à quoi? On va parler d'un déclin. OK. Parce que après 1995, c'est là que ça a commencé à s'écrouler. C'est aussi de l'apparition des muscles. Oui. On parlait justement avant d'enregistrer de Rob Liefeld qui était embarqué et de tout ce style de héros-là. Tu sais, autant que dans les années 80, les story arcs, c'était simple, puis souvent, c'était scène closée. C'était dans un seul numéro, tu avais ton histoire au grand complet. Dans les années 90, les histoires étaient souvent plus courtes, mais tu sais, ça sautait souvent du coq à l'âne, puis il y avait des univers alternés qui embarquaient. Comme il a parlé du Age of Apocalypse. C'était monstrueux. C'était monstrueux, puis tu sais, ils sortaient souvent de leur ligne pour faire d'autres choses. Ils essayaient beaucoup de choses, mais sauf pas que... nécessairement.
Ben, Parce vas-y, que Pat, si t'avais tu l'air... prends, si tu prends l'Age of Apocalypse, là, c'est le fils de Charles Xavier qui retourne dans le temps OK. et qui tue Charles Xavier. Donc, avec un cristal dessiné, là, un morceau du cristal, ça fait tout péter et touc, il réécrit l'histoire. Donc là, tu as l'Age of Apocalypse, puis là, tu as Cyclope, qui est un fou furieux, qui travaille pour, qui est un des Horsemen. Tu as le Dark Beast, qui est hyper evil, qui dissèque les humains pour aller chercher du matériel génétique pour créer autre chose. Tu as Wolverine puis Jean Grey, qui sont des agents secrets rebelles. T'sais, tout était réécrit. Tu avais un univers alternatif qui était tellement solide, tellement puissant, que ça l'a changé plein d'affaires au niveau de la BD. Puis visuellement, c'était hallucinant. Tu avais... Tous les titres des séries d'X-Men avaient été retorqués pour faire... Au lieu que ça soit X-Factor, c'était Factor X. Weapon X était revenu, puis c'était Jean Grey puis Wolverine. Il y avait des séries qui étaient complètement pétées et c'était monstrueusement gros, Age of Apocalypse. C'est l'arrivée des big events. Big events. Ben, ça frôlait 100 numéros total. Je ne sais pas combien j'en ai chez nous. Il faudrait que je regarde. Moi, j'avais acheté des gros TP qui avaient sorti à l'époque, puis il y en avait 4, puis c'était du 25 à 30 numéros chaque. Là. Ouch, c'est gros, là. C'était énorme. Univers complet, là. Parce qu'à l'époque, toutes les séries de X-Men, il devait peut-être en avoir 8 ou 10 qui ridaient. Puis il y avait tout flippé de côté dans l'Age of Apocalypse avec un nouveau nom. Tu avais 4 ou 5 numéros par série. Puis là, tu avais le premier X-Men Alpha, X-Men Omega, puis tu avais plein d'affaires qui se mélangeaient, puis tu avais des couvertures métalliques de Marvel. Tu avais une BD, puis ça ressemblait à une page aluminium. Parce que années 80, on parle de Crisis on Infinite Earth, on parle de Infinity War, c'est pas dans les années 80, c'est fin 80? Infinity War, non. Ouais, Infinity War, c'est dans les années 80. C'est dans les années 80, ouais. Des années 90, chez DC, c'était c'était la mort de Superman. C'était la mort de Superman, c'était le dos brisé de Batman. Lobo. C'était Lobo, puis c'était la perte des pouvoirs de Wonder Woman. Elle avait perdu ses pouvoirs contre une autre. Il y avait une autre Wonder Woman. Donc, chez DC, les 3 gros majeurs avaient perdu leur pouvoir parce que c'était Nightfall pour Batman dans les années 90. Au début des années 90, puis c'était Death of Superman. Donc, chez Marvel, on était dans le Age of Apocalypse, puis on était ailleurs. Fait que ça promet. Si le film nous fait des clins d'œil à ces années-là, ça promet. Ben, visuellement, ça peut être super intéressant. Puis s'ils osent nous faire la Jean Grey dans l'espace, qui se battent dans l'espace, puis qui reviennent. Il y a une image marquante des X-Men où tu as Jean Grey qui utilise les pouvoirs du Phénix pour les sauver parce qu'ils vont s'écraser sur Terre. Et ils sont certains qu'elle est morte, puis quand elle ressort, c'est le Phénix qui ressort. Si on veut se mettre à la page, nos auditeurs qui sont peut-être pas des férus de Marvel, moi j'ai lu Infinity War quand j'ai entendu parler d'Avengers, j'ai rien compris. Maintenant, si on voudrait rien comprendre à Dark Phoenix, qu'est-ce qu'on devrait lire? Ben, tu peux essayer de pogner le TP du Dark Phoenix, c'est facile à trouver. Ou sinon, je pense que sur Netflix, tu as encore accès au dessin animé de X-Men 90. Ben oui. Puis il y a le story arc, justement. Puis tu sais, t'as le combat dans l'espace avec Lilandra, le Shire Empire, tout est là au grand complet. C'est un 4-5 épisodes, tu pognes ça dans ta run, tu vas chercher Dark Phoenix, t'écoutes ça, puis tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Était-tu bonne cette série-là, rien qu'un peu? Ouais, c'est à l'époque, tu sais, Spider-Man puis X-Men 90, là, c'était Batman. Moi, on parlait de Marvel, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, les séries animées des années 90, on avait aussi les Turtles qui roulaient encore depuis 89, 88, je pense. C'était des belles séries animées, là. Tu sais, quand je regarde, par exemple, les nouvelles Turtles qui sont en train de nous sortir, qui sont affreuses, là, je sais pas si vous les avez vues. Léon, là. Ah, que c'est affreux. Ouais, mais c'est parce que ça, ils vont trop chercher dans l'enfantin. Donc, tu sais, que ça reste trop kid, là, c'est souvent trop. Tandis que les dessins animés des années 90... C'était dark. C'était dark, puis au moins, celui-là des années 80 n'était pas beaucoup mieux, là, jusqu'au temps que Hasbro décide de faire du placement de produits, puis il n'y avait plus d'histoire, puis c'était du n'importe quoi. Là, parce que G.I. Joe, c'était quand même relativement violent. Oui, effectivement. Ben, ils ont quand même fait une série animée sur Robocop, qui n'est pas un film pour enfants. Ouais, mais tout ce qui est sorti en dehors de Robocop, à part le premier film de tout, là... pas de bon sens. On faisait du marketing pour enfants avec un film hyper violent. OK, parce que Robocop, là, ça s'est jamais adressé aux enfants. Jamais! Écoute, j'ai eu la bonne idée de penser à peut-être faire écouter ça à mon kid. Je l'ai réécouté avant, puis moi, on dit que j'ai bien fait. Hey, ça n'a pas de bon sens ce que mes parents me faisaient écouter. Terminator 2, là, c'est 91.
Ça veut dire que tantôt, avec les kids de mon frère, que je joue à Mortal Kombat 10, c'était pas une bonne idée? Ben, je sais pas, mais j'avais 6 ans pour Terminator 2. Non, mais j'avais 6 ans pour Terminator 2. Moi, je me rappellerai toujours de Jurassic Park. J'avais fait la recommandation à une mère qui était venue au club vidéo pour son enfant de 6 ans, puis j'ai eu des plaintes. Mais moi, à 6 ans, Jurassic Park, il n'y a pas de problème. Là. OK. Terminator 2, t'avais 6 ans. Ben, 91. Aïe, écoute, c'est terrible. Ben oui, mais C'est là, ça, c'est ce que je te déprime. dis. Écoute, Ouais, à j'avais- son âge, je checkais Johnny Depp rouler sur les murs de sa chambre en sang, moi. Ouais, mais là, c'est pas de ma faute. Là. Vous êtes vieux, c'est ce que je vous dis. Moi, j'étais au cinéparc. Il y avait même On pas de avait, été couleur. le voir, on avait été le voir au cinéparc, puis on buvait de la bière pendant qu'on écoutait Terminator 2 au cinéparc. Et pendant ce temps-là, t'avais un petit flow bat morveux avec qui un jour t'aurais des conversations et tu ne t'en ouais. doutais pas. Donc, toujours respecter les flow bat que vous côtoyez. Flowbat. Vous savez jamais quand est-ce que vous allez finir par soit travailler avec eux autres, les côtoyer ou encore avoir des discussions avec eux autres. Hey, ça m'amène juste avant qu'on fasse notre poison. Tu parles de nostalgie. J'aime ça entendre parler de ça. C'est le fun. Les gens qui nous écoutent, là, qui sont peut-être un peu plus jeunes, ou même les plus vieux, de se rappeler. Parce que cette semaine, j'ai appris qu'elle allait avoir la fermeture du Super Club Vidéotron à Chicoutimi. Pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de la région, sans dire que c'est un gros événement dans la région, c'est pas ça. Mais c'est juste que moi, je trouve ça toujours triste quand je vois des trucs comme ça disparaître. Puis tu sais, les clubs vidéo, je vous en parlais sur notre groupe fermé Messenger. Tu sais, j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans des clubs vidéo, puis on m'a annoncé à mort en 2008, puis ça a quand même survécu une dizaine d'années. Mais avez-vous des bons souvenirs? Pour vous, le club vidéo, ça représente quoi? Ben, moi, tu sais, mes parents écoutaient toujours beaucoup de films, ça fait que sérieusement, on en louait, tu sais, 2-3 fois par semaine. C'est que des films, on était kids, là, puis j'en écoutais en masse. Ça fait que les clubs vidéo, c'était l'endroit où tu allais souvent, puis surtout que tu avais des clubs vidéo de quartier, là, ben, c'était un gars que tu connaissais, c'était un gars qui te gardait ses films, puis qui te jasait, puis qui te conseillait là-dessus, tu sais. Les fameuses réservations, hein, parce que les fameuses réservations, effectivement. Puis, tu sais, puis que c'était ton job, il t'en regardait de copie, puis t'en sortais qu'elle t'arrivait. Mais c'était les années de découverte. Tu sais, contrairement à aujourd'hui, je vais te donner un exemple. T'arrivais un vendredi soir ou un samedi soir pour te louer le film que tout le monde voulait voir. Il n'y en avait plus. Mais là, tu t'étais déplacé. Fait qu'il n'était pas question de revenir chez vous, pas de film. Fait que t'essayais quelque chose. Ça, aujourd'hui, avec les Netflix de ce monde, t'as plus ça. Tu sais, des fois, là, le soir, là, tu partais, tu allais chercher un film. Puis là, effectivement, tu étais en sacrement parce que les 6 copies, il n'y en avait plus en VHS. Là. Moi, c'était en VHS. Oui. Fait que là, tu arrivais, puis là, tu commençais à bretter, là, puis là, tu regardais plein d'affaires, tu lisais des pochettes, puis là, tu délirais parce que tu n'étais jamais tout seul, ce petit club vidéo. Jamais. Puis là, tu délirais, là, puis tu arrivais, puis le film que tu t'étais loué, tu le commençais toujours au moins 1h30 plus tard que ce que tu voulais faire parce que tu avais tellement bretté de temps dans le club vidéo. Là. Et moi, là, Vidéo-J qui était dans un sous-sol là, à Jonquière, là, qui était immense, là, et que j'en ai loué des films. Tu sais, il y avait les 6 films pour 6 jours pour 6,66. Ouais, c'est du stock. Là. Écoute, je faisais ça un 6,66 par jour. Hey, fait que j'en ai boy. tellement vu de films, là, c'était incroyable. Moi, j'ai grandi dans les clubs vidéo. Littéralement, il y a un préposé qui m'avait assis dans l'allée puis il mettait les films que je pouvais pas me louer puis que je pouvais pas voir sur les TV du club vidéo. Et j'écoutais ça dans les rangées. Le premier Mortal Kombat, c'est comme ça que je l'écoutais. Parce que j'avais pas d'argent pour le louer. Le petit gars avait eu, je sais pas, une pitié ou quelconque. Tu sais, des fois, prendre soin des futurs geeks qui poussent. Hein. Moi, je suis très, très pour ça. Là. J'aime pas cette culture chez les geeks, des fois, de hautaine, là. Tu sais, tu connais pas ça. Ben oui, tu sais, le maudit fan arrogant qui veut pas... Exactement, là. Qui veut pas en parler, là. Bon, non, moi, j'ai toujours aimé ceux, puis c'est pour ça que je t'apprécie, Patrice, j'ai toujours aimé ceux qui étaient généreux de leur savoir. Puis ce petit gars-là était comme ça. Il dit, tu peux pas le louer? Assis-toi là. Moi, le faire passer ses TV du club vidéo. Puis écoute-le. Écoute, pour un kid, là, c'était fou raide, là. Moi, il y a un monsieur que je me souviens, là. Écoute, le premier VHS qu'on a eu chez nous à Jonquière, là, c'était D'abord, il fallait être 4 pour le monter, là, le vidéo. Là. Tabarnouche de machine, là, qui était pesante. C'était vierge. gros. Hein? Puis là, il fallait que tu tiennes, là, parce qu'elle rentrait pas tout de suite dans le meuble. Puis là, tu avais quelqu'un qui sacrait après toi parce qu'il était pesant. Puis toi, tu essayais de le visser en arrière. Puis tu te faisais mal après la vis qui vissait les balles. Puis t'ajustais le tracking Ouais, aussi. exact. Puis là, il y avait un club vidéo à Kenogami. C'est là que j'ai connu mes premiers films. Puis c'est là qu'on avait loué le premier Terminator parce qu'on avait entendu parler. Puis ça allait faire... C'était comme... c'était un tournant, là, le premier Terminator qui arrivait. Incroyable. Ce monsieur-là, là, il a gravi, il a changé plein de places. Je ne sais pas s'il est encore
en partie propriétaire du vidéo, en tout cas qui gère la Vidéotron de Jonquière. Mais pour moi, c'est un grand visage du cinéma au Saguenay. Ouais, dans ce point-là. Mais aussi, là, ce qui me manque peut-être de cette époque-là, c'était la simplicité peut-être plus du cinéma qu'il y avait, parce qu'on était moins critique, puis on écoutait les films, peu importe, là, parce que tu le veux pas, que tu connaisses la librairie au grand complet de tout ce que Joël Silver a fait dans sa vie, là. Excuse-moi, là, il n'y a pas un de ces films qui gagne un prix de littérature, là. Les films des années 80-90 étaient très simplistes, c'était du divertissement, puis tu sais, peu importe, là, tant que ça explosait, même si ça n'avait pas de sens, puis qu'on avait du fun dans le film, ça finissait là. Tandis que maintenant, là, pour moi, on a tellement partout avec le streaming, puis tout, on est tellement rendu chialeux sur tout, que même si tu irais dans un club vidéo maintenant, là, tu serais même plus capable de t'en choisir. Mais moi, j'aimais beaucoup le lieu de rencontre. Parce que, tu sais, on est tous dans nos sous-sols, puis on s'en rend compte sur le groupe qu'on a, où, t'as-tu eu le temps de visionner un tel? Non, j'y vais là. Tu sais, on se parle parce que nous autres, on a choisi de se parler. Ouais. Mais il y avait les rencontres impromptues du club vidéo. Tu sais, quand tu étais devant une rangée puis que tu entendais l'autre à côté se demander puis qu'instinctivement, tu lui donnais une critique parce que toi, tu l'avais vu. Tu sais, l'espèce d'interaction entre tripeux de films puis tripeux de cinéma, tu sais, ça me manque beaucoup. Conseiller, mais pas juste ça aussi, c'est parce que louer un film, c'est comme dépenser de l'argent, puis souvent, t'écoutais ça en chum, t'écoutais ça en gang. À cette heure, t'as Netflix. T'es tout seul dans ton cellulaire, devant ton cellulaire dans un parc parce que tu peux l'écouter. T'es dans l'autobus, t'es chez vous dans ton sous-sol. C'est parce que t'as plus besoin de monde. Tout est accessible de n'importe où. C'est qu'effectivement, le fait de partager le cinéma avec du monde, ça c'est comme perdu un peu par rapport à ça. C'est le même phénomène que les salles de cinéma. En passant, je trouve ça triste aussi parce que de moins en moins de monde vont au cinéma. Puis c'était le trip d'y aller ensemble, le trip d'être dans une salle remplie de monde. Là. Mais ça reste encore, là. C'est parce que... Mais c'est les prochains, là. C'est les prochains, oui. Mais c'est parce que, tu sais, ils ont de la misère à se réinventer. Les prix n'arrêtent pas de monter. Puis quand t'es pogné avec certaines salles qui ne veulent pas se remettre au goût du jour, là, tu sens qu'ils se foutent de ta gueule. D'ailleurs, avec toutes ces belles discussions de clubs vidéo, je n'ai toujours pas vu l'Amérique interdite. On passait toujours devant les pochettes de l'Amérique interdite, qui était comme du soft porn pour enfants. Là. On voyait ça, puis on était comme, oh mon Dieu, que ça a l'air débile. Ah oui, je ne l'ai jamais vu. Ou bien, tu sais, tu passais, là, puis là, tu tournais le coin où tu avais les portes battantes de la section porn. Puis là, tu avais tout le temps comme tu faisais tes angles morts dans la section porn. Non, mais sinon, t'as travaillé toi aussi dans un club vidéo. T'as certainement déjà connu le moment là, où tu vois quelqu'un louer un film, puis il s'est pas rendu compte qu'il a loué le film de transgenre, puis tu fais comme j'étais le bord de l'avoir venir gêner dans une demi-heure. Ah, on a tous vécu de bons moments. Moi, j'ai vécu de bons moments comme client, j'ai vécu de bons moments comme caissier, comme travailleur du côté des clubs vidéo. J'ai toujours apprécié mes soirées. Puis écoute, c'est de valeur, c'est plate. C'est là où on est rendu, puis veut pas, on est les consommateurs, puis on y va plus. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai loué un film, là, j'achète des prévisionnés, mais louer un film, là, ça m'est pas arrivé depuis... Ouais, dis-moi, effectivement, je suis collectionneur de films. C'est quand c'est en général qu'un film m'intéresse, je vais l'acheter. Parce que de toute façon, entre le louer à 7 pièces et demie ou l'acheter à 20 pièces, ça va donner comme les vinyles, je pense, les collections de DVD. Je pense que ça va être très marginal. Puis les gens qui vont vouloir en acheter, ça va être un bassin très limité. Peut-être, je sais pas. Ça dépend encore. Parce que ça dépend aussi comment tu es équipé. Là. Mettons que tu as une grosse TV et tu as un cinéma maison qui va à peine. Là. Écouter ça avec un son de marde sur Netflix ou avoir le DTS HD, là, hein. C'est un monde de différence. Ça dépend si t'es tripeux ou t'es je m'en sers. Mais ça va devenir niché, un peu comme les vinyles. Oui. C'est ce que je pense. C'est triste. Hey, votre poison, parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait. On a jasé en masse, mais on va se faire une coupe de poison. Commencez par Pat, mon grognon préféré. Hey, j'ai pas grogné à soir. Non. À part sur les... Un petit peu. Sur les rêves. Les maudits rêves. Ah, d'ailleurs, tu sais que c'est juste un rêve. Hein, on recommence à enregistrer tantôt. Ah ouais, OK, ça me dérange pas. Tout ça n'était qu'un rêve. Moi, tant que je vois sortir Bobby et Wing tout nu, je suis correct. Donc, hey, c'était-tu mauvais comme fin de série, ça? Hein? Oui, mais tu sais, ça va. On vient de se rendre compte que c'est de la merde. Fait que pour la prochaine saison, tout ça n'était qu'un rêve. Bon, tout ce temps passé hors de votre compagnie. Oui. Moi, j'ai. Ça t'a fait du bien, t'as moins de poils blancs un peu. Et Christy, je ne sais pas ce que tu as vu ça. Ça va recommencer après. Tu m'atteins pas pourtant. Donc, j'ai lu, mais vraiment, j'ai lu beaucoup. Oui. Je me suis lancé sur un tas de séries. Première série qui m'a marqué, la trilogie du Rempart Sud. Ça, c'est ce qui a donné le film Annihilation là, avec...
Ah, le film qu'on n'a pas eu ici. là? Ouais, parce qu'on a un cinéma de marde, Ouais. puis la prochaine personne qui me dit que ce cinéma-là va être rénové, là, il est aussi innocent que celui qui veut pas le rénover. Tout à fait. Donc, Ça, c'est dans le fond le film avec Nathalie Portman. Avec Nathalie Et Portman. l'excellent réalisateur de Ex Machina, qui est selon moi un Exactement. des excellents films. Le réalisateur aussi de Juge Dredd, là, officiellement. Là, ouais, le nouveau Juge Dredd, ouais. Ah, effectivement, Dredd, lui ouais. qu'on a vu, là. Oui, parce qu'en réalité, il y avait un autre réalisateur qui a débarqué presque au début du film. Ça fait qu'il l'a écrit puis il a réalisé à peu près Parce que 60% c'était du tellement Dredd. bon. Mais que c'était bon. C'était-tu bon, Dredd? C'est Alex Garland, là? Ouais, ça? Alex c'est ça. Garland, Puis c'est Ex ça. Machina, en passant, c'était écœurant. Ouais. Donc, la série, c'est de Jeff Vandermeer. Avec, là, en ce moment, en français, il y a 2 tomes de sortie, Annihilation, Autorité, puis là, on attend Acceptation. Comment décrire la série? C'est-à-dire, c'est comme si on retournait dans un style d'écriture un peu à la Lovecraft, aux écrivains d'épouvante qui étaient plus dans l'anticipation, dans le non-dit. Tu es dans l'angoisse constante de quelque chose qui est dans une zone que tu ne sais pas pourquoi OK. c'est là, et que ceux qui sont là savent qu'en partant, ça va mal virer. Qu'en partant, il y a quelque chose qui va leur arriver parce qu'ils ne savent jamais qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Ils sont souvent dans l'ignorance. Tu as des gens qui tentent de contrôler ça, d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et même si tu finis un livre, tu arrives, tu dis « Hey, bon sang, je ne suis pas sûr d'avoir compris. » Tu finis le deuxième, tu n'en comprends pas nécessairement plus. Mais tu m'as parlé de 3 livres. Est-ce que c'est la même chose pour l'univers cinématographique? Est-ce qu'on a l'intention Je d'en ne sais faire pas 3 s'ils films? vont vouloir aller plus loin. OK. J'aurais aimé ça pouvoir voir le film pour être capable de vous en parler ce soir. Mais on a un Mais cinéma de bon, marde. c'est ça, exactement, cinéma de marde, cinéma de marde. Donc, ça, c'est ma première découverte. Deuxième découverte, un écrivain québécois, je vais finir par te l'avoir, un écrivain québéquois... Ah, ça fait juste 2 semaines que j'étais carré avec ça. J'ai vraiment hâte de le lire. Les dossiers de Thémis de Sylvain Neuvel, ça m'a jeté à terre. Ça m'a jeté à terre parce que le gars, c'est un tripeux de science-fiction, c'est une histoire de robots géants, de trucs avec des extraterrestres, et ça se dévore comme... en fait, c'est écrit dans un style qui s'approche à World War Z, le roman. C'est-à-dire que c'est comme un gars qui rencontre des intervenants de ces événements-là et qui recueille des témoignages ou qui contrôle certaines affaires. Mais comment ça se fait qu'on le connaît pas, ce gars-là? Parce que le gars, il s'est fait connaître en anglais ailleurs. Il a écrit en anglais à la première base. Et c'est... écoute, c'est un génie, le gars. Il est sympathique. J'ai clenché le premier livre. J'étais rendu à la moitié du deuxième quand ma blonde m'a dit « Ah, j'achève le premier, il faut que tu le lises après-midi. » Fait que je l'ai fini tantôt. Et ça se lit tellement vite parce que tu es dedans et parce qu'il y a un sens du rythme inouï, ce gars-là. Mais éventuellement, il va être disponible à quelque part. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on attend juste d'en revoir parce que le hype commence à devenir de plus en plus Puis gros. ça devient plus dur. Le gars, les droits ont été achetés. Il est traduit dans plus que 20 langues, je pense. Il capote parce qu'il pensait jamais que ça allait être aussi gros, je pense. Ah, mais Et le c'est fun. tellement bien, là. C'est tellement le fun. Là. Puis là, il est encore down parce qu'il y a le 3e qui s'en vient, qui sort au début du mois de mai. J'écoute. Parce que j'ai essayé de le voir à la bibliothèque aussi, Il puis y a, ils sont en commande aussi. Il y a là. ce gars-là a une écriture tellement punchée, là, qui est... j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Moi, en tout cas, il me fait triper. Ah, de Donc, mettre la main Sylvain là-dessus. Neuvel, Les dossiers Thémis, le premier livre, Sommeil des géants, deuxième livre, L'éveil des dieux. Et troisième découverte, parce que j'en avais jamais lu, ça faisait partie, au niveau des écrivains de science-fiction, d'un truc qui me manquait. Donc, j'ai essayé de lire un Douglas Adams, celui qui a écrit Hitchhiker Guide to the Galaxy, là, le guide du routeur galactique. Et j'ai décidé de lire un Dirk Gently, parce que j'avais trippé sur la série. Et incroyable le style d'humour de ce gars-là. Là. Tous les personnages sont plus ou moins des imbéciles. Ils sont plus ou moins conscients qu'en plus, ils sont imbéciles. Et ils s'embarquent dans un niveau d'humour absurde où tu peux avoir une longue description de 2 pages, puis le personnage te dire après la description de 2 pages que même lui, il n'avait pas compris ce qu'il t'a dit. Donc, c'est tellement sympathique à lire que ça change des récits de fantasy ou de science-fiction habituels. C'est-à-dire que tu es dans un humour qui est très, très, très british, dans un humour qui est un peu décalé et qui est souvent aussi dans tu sais, le gars, il sait qu'il est absurde, puis il se joue de ça dans tes lectures. Donc, les Dirk Gently en roman, il y en a eu 2. Le 3e n'a pas été achevé avant sa mort. Mais les 2 valent la peine. Et moi, c'est ça. Ça a été 5 livres, 6 livres, non plus. C'est bon, ça. Et j'ai déliré là, dans le dernier mois. Là.
Alan? Moi, personnellement, là, ce qui m'a plus marqué dernièrement, ça reste Carbone Modifié, qui est sorti sur Netflix, là, basé sur le roman de Richard K. Morgan. Sérieusement, une série là, que je sais pas comment elle a dû coûter, là, mais elle a foutu à On a Bride, pourtant qui est un film de 100 millions. Une réalisation qui est tellement bien faite, c'est tellement bien monté. Sérieusement, ça donne un look de Blade Runner. John Kinnaman, étrangement, il est hyper sympathique là-dedans, puis il y a une tonne de personnages qui sont super bons. Mais je l'avais pas eu dans Robocop, moi. Il y a juste dans Suicide Squad que je l'ai trouvé mauvais. Oui, effectivement, parce que là, je sais pas pourquoi le personnage lui colle à la peau. Il y a un casting qui est incroyable alentour de ça. Paul, le réceptionniste de l'hôtel, est incroyable, mais aussi, là, c'est une série, là, autant que par sa violence, sa nudité ou tout ce que tu veux, ça fout la honte à HBO. Puis, tu sais, c'est souvent le point fort de Netflix, de ne pas avoir de limites puis de frontières, puis pouvoir s'enfoncer, là, puis, tu sais, y aller à fond la quête. La série rentre dedans. C'est un 10 épisodes. Il n'y a pas vraiment de longueur dedans, honnêtement, là, puis ça garoche, puis c'est le fun, puis on espère juste qu'il va pouvoir finir la trilogie, parce qu'à base, c'est 3 romans. Ouais. Bon, fait qu'espérons qu'ils vont pouvoir se rendre plus loin, puis je vais terminer moi-même. Ah, t'avais-tu autre chose? J'avais d'autres choses parce que côté lecture, moi j'ai moins lu que Pat parce que moi, dans le temps des fêtes, je m'étais ramassé la série au grand complet de Fables de Bill Willigan. C'est quand même un 22 TP, c'est que c'est du sport. Mais honnêtement, là, ouais, c'est une série qui est tellement incroyable. C'est tellement bien monté. C'est le monde des contes, le grand méchant loup, Blanche-Neige et compagnie, qui se sont fait virer dehors du monde fantastique. Par un grand méchant qui a arrêté Geppetto, en tout cas, c'est vraiment fucké. Merci pour le punch. Non, mais c'est pas grave, tu liras jamais ça de ta vie, tu n'as pas le temps. Tu sais, des fois, Martin, t'as pas le temps. Ouais, c'est pas un jugement, c'est quand même une réalité, tu le dis toi-même. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Un jour, je serai mort. Ouais. Et j'aurai tout le temps de lire. Mais c'est ça, c'est parce que ça va chercher plein de personnages qui sont un peu moins connus souvent, puis ils font tous des trucs qui sont super épiques. Là. C'est bien écrit, c'est le fun, c'est bien apporté. C'est léger, mais c'est du génie pur. Là. Et je vais terminer. Oui. Surveillez l'apparition du trade paperback de Batman White Knight. On est à 6 numéros et ça n'a pas lâché. 7? 6? Moi, je suis à 6. J'ai lu le 5e un matin, moi. J'ai le 6e de fait, là. Et ça n'a pas lâché. Ça lâche pas. Ça va être la série de Batman de cette année. Sincèrement, c'est merveilleux. Les clins d'œil, la façon que c'est monté, la façon que c'est écrit, la façon que c'est dessiné. Le punch du 6e numéro, j'en parlerai pas. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il reste donc 2 numéros, mais comme m'ont appris bien des séries dans le passé, ça peut se gâcher. À une fin, ça peut gâcher toute une bonne série, là. Ça arrive des fois. Sa finale a l'air d'être grosse. Je pense qu'il a annoncé un volume double pour la fin. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est bien surveiller l'apparition du trade paperback. Si vous n'êtes pas embarqué dans les numéros individuels, ça va valoir la peine. Et 2 petits coups de chapeau. Geek et pas en même temps. D'abord, je veux saluer tous les gens de chez Gladius pour le dernier jeu de Gangster. On a encore joué hier, là. Puis honnêtement, c'est leur meilleure édition. C'est leur meilleure édition. Si vous cherchez un jeu de société qui joue avec tout le monde, pas nécessairement à thème geek, mais qui va justement renouer le plaisir de jouer en gang à un jeu de société pas trop compliqué, amusant, drôle, bien fait. Gangster, la série Gangster, si vous avez jamais joué, là, le dernier, le pouvoir, là, c'est vraiment juste trop bien fait. Ça a été un sacré gros vendeur. Là. Gangster, c'est toujours des jeux importants dans les jeux québécois, tout ça, mais le 3e, ça a été tout un vendeur. Mais il est incroyable parce que comparativement aux 2 autres, là, c'est que tu le sais pas qui gagne jusqu'à la fin. Dans les autres, c'était celui qui avait le plus d'argent. Tu finis toujours par regarder un peu les joueurs autour de toi. Tu as toujours une bonne idée à peu près de qui a gagné. Dans celui-là, c'est le nombre de votes. Fait que l'argent n'est pas nécessairement important. Puis tu le sais pas. Écoute, hier, là, j'étais convaincu de me diriger vers ma première victoire parce que je me fais botter le derrière par ma blonde et mon meilleur chum. Et j'étais convaincu de me diriger parce que mon chum a eu une partie de marde. Et il a gagné quand même, c'est à mon grand étonnement. Donc j'ai fait comme, OK, il n'y a rien à faire, je ne gagnerai jamais à ce maudit jeu-là. Mais parlant de jeux de société comme ça, c'est pour les gens là, justement qui les ont pas, ben tu vois qu'ils ne connaissent pas, là, ça va quand même surveiller le Versus qui va ouvrir à Chicoutimi. On va avoir notre premier café-bar de jeux de société à Chicoutimi. Oui. C'était le temps que ça arrive parce qu'à Alma, ils ont le Malesta, ça doit faire pas loin d'1 an, puis nous, on n'avait pas ça. Ça fait que tous les gens qui n'ont pas les jeux de société, qui vont vouloir les essayer, on va avoir enfin une place pour pouvoir le faire à Chicoutimi. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je sais qu'à Montréal, ça pogne beaucoup. Dans les grandes Montréal, villes du monde, à ça Québec, pogne. là, moi, je suis plein de blogs, plein de trucs, puis il y a toujours des rassemblements un peu partout. Ça laisse sympathique, le bar à Normand-Nabo, par exemple, là, sérieux, à Montréal. Là. Ah, le Randolph, moi, je suis allé. Là. Ah, parlant de Randolph, là, puis parlant de leur plus grande réalisation, le style jeu, là,
j'avais délaissé le jeu, puis on s'est fait une soirée de jeu là, avec des amis, et j'avais acheté l'extension des appendices qui donnait 8 cartes de gommettes avec des phrases ou des mots pour modifier ton jeu, pour l'agrémenter. Mon jeu là, est tellement rendu hardcore, là, tellement rendu intense qu'il y avait des cartes qui sortaient. Puis là, on était tous découragés. Puis là, je disais, bon sang, c'est moi qui ai fait la modification avec les phrases qu'ils ont faites. Puis ça donne un tout autre facteur de rejouabilité. L'extension de François Pérusse a apporté quelque chose d'absurde, d'intéressant, peut-être un peu grosse, mais ce jeu-là a encore un sacré potentiel, juste par la possibilité que les gens peuvent avoir de le modifier à leur gré. Ça battra jamais de Choki quand ça sort. Ça dépend. Comment? Il y a un jeu semblable de Cyanide et la Pinesse. Tu connais la petite bande dessinée que tu Non. Tu n'as jamais lu ça? Non. En tout cas, c'est très hardcore, c'est très déprimant comme petit bonhomme. Puis c'est le même principe, il faut que tu fasses ta petite bande dessinée de 3 quarts. Sérieusement, si tu veux voir des bandes dessinées là, de personnes qui se font de l'autofellation, des affaires d'heure de bord de l'autre, là, c'est à peu près rien que ça de A à Z. Je veux vraiment ça. Ouais, c'est drôle. Mais à quelque part, là, c'est un autre style de jeu. C'est du jeu à réplique. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va ressortir d'un choix de cartes où tu essaies de faire la meilleure réplique, la meilleure petite BD, la meilleure finale explosive. Non, j'ai aimé ça. Puis des fois, ça aide aussi les gens qui, peut-être, sont moins créatifs dans des soirées où ils se disent de la merde. Exactement. Puis ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est on a tellement fait de soirées relax demain. Peu importe le style Ça tue les temps morts. Ça tue les temps morts. Puis bon, avoir joué avec des familles, avec des gens qui sont plus posés, tout ça, des fois, tu vas arriver puis tu vas dire, mon Dieu, Ça vient de ma tante. Ma mère, qui va avoir 87, nous sortait les pires affaires quand on a joué avec elle. Puis elle était là. Mais c'est parce que ma carte était bonne. Hey, sur ça, les boys, on essaie de pas trop prendre de pause entre celui-là et le prochain. Ouais. On se donne rendez-vous pour un autre podcast, puis on va évidemment... ce serait le fun de se faire un petit spécial. Là. Je sais que je vous avais demandé de faire votre décompte des films du Marvel Cinematic Universe. On va essayer de s'en jaser dans le prochain podcast. Oui, ça va être cool. Ça, Avec ouais. plaisir. Messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. Salut! C'est injuste. I'll be back.